Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous, comme à l'habitude, en compagnie de Jean Gounel et Sydney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va, Très bien, merci, merci. toi? Ça va, j'ai de la misère à sortir, décoller mes yeux de mon cellulaire parce que là, à la vitesse à laquelle les annonces du CF Montréal rentrent, ça va très bien, mais assez occupé, merci. On va avoir la chance d'en parler au cours des prochaines minutes. On va parler de sujets fort intéressants aussi du côté de l'Europe avec Messi, Marseille, Diego Simeone également à Madrid et on finira avec nos sujets chauds. Mais là, question de ne pas perdre de temps et surtout d'avoir votre opinion sur les deux nouveaux arrivants du CF Montréal au cours des dernières heures. En fait, là, on enregistre sur l'heure du midi, jeudi, cette semaine. Sid, j'aimerais ça commencer. En fait, tu veux commencer par quoi? Bjorn Janssen ou Joaquin Torres? Je vais commencer par notre attaquant norvégien Alors, dont oui. j'aime beaucoup le profil, et qui, m'a agréablement surpris dans le recrutement. Je pense que, ça enlève un poids énormément à Kyoto, et qu'il y avait une véritable question, au niveau du nombre de buts, qu'il fallait un peu répartir. C'est-à-dire quand même, que ce soit les bonnes ou les mauvaises attaques ont généralement un nombre de buts et il y avait un trou que je ne voyais pas comblé par l'effectif actuel et donc je trouve ça intéressant, cette signature. Voilà, c'est même si un parcours un petit peu éclectique de notre ami, mais j'aime bien le profil. Je pense que c'est un profil qui peut être très complémentaire à ce qu'il y a déjà. Donc je dirais que c'est la signature qui m'a le plus intéressé. J'ai dit Ouais, norvégien, mais il est américain, donc ben, il ne compte pas comme étranger. non, et ça, d'un point de vue effectif MLS, c'est une précision vraiment importante que tu viens de faire, Sid, Bien. parce que c'est un gars qui est né aux États-Unis, qui a percé en Scandinavie, qui a poursuivi sa carrière en Europe, qui a finalement fait son chemin jusqu'en Asie. C'est pas un gars qui signe des contrats de 7 ou 8 ans comme on voit dans la Ligue nationale de hockey. Ça, on le comprend. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que les meilleures divisions dans lesquelles il a joué, il tournait autour de quoi? Un but tous les 3 matchs peut-être, puis après ça, quand Mmh. il descend d'une coche, il est environ un but tous les 2 matchs et c'est surtout un gars qui fait 6 pieds 5. Bien. Une des questions, Jean, qu'on s'est posée l'année passée, et j'ai eu l'occasion à la radio de la poser à Olivier Renard, quand on est allé chercher Mustapha Kiza. La première chose qu'on s'est dit, c'est extraordinaire, on a un gars sur la gauche qui est capable de centrer des ballons. Mais j'avais demandé à Olivier Renard, OK, mais on les centre à qui? À Maxi Urruti? Tu sais, ça veut pas dire que Maxi Urruti n'est pas capable d'être à la tombée d'un ballon, mais c'est pas sa qualité. Et à ce moment-là, Olivier Renard m'avait dit, c'est clair que ça va faire partie de notre réflexion dans le futur d'avoir quelqu'un qui est capable d'en profiter, parce qu'avoir un centreur puis personne à la tombée qui est capable d'en profiter pour vrai, ça reste un problème. Là, à 6 pieds 5, je comprends qu'il n'y a pas juste le jeu de tête dans la vie, mais c'est une présence dans la surface comme on en a rarement vu. Tu as Drogba, c'est à peu près tout du côté de l'impact à l'époque. Bah, écoute, j'ai regardé un petit peu, depuis l'annonce, j'ai regardé quelques éléments de jeu, en particulier avec, Ulsan en Ligue des champions d'Asie l'année dernière. Mhm. C'est une présence dans la surface. C'est vraiment une présence. Tu le vois vraiment, il sent tu sais, il est là, il s'impose, il amène du monde avec lui, mais il sent bien les coups. C'est vraiment un joueur que tu vas repérer tout de suite, que tu vas voir dans la surface et effectivement, clairement, il y avait une question sur la capacité des joueurs à reprendre des ballons aériens et c'est clair que, c'est un des éléments sur lesquels il va apporter un gros, gros plus. Parce que c'est vrai qu'avant, tu avais Kyoto qui était là et qui était bon, mais qui n'était pas dominant. Et éventuellement, sur balle arrêtée, on avait Camacho qui était capable d'aller passer à coup de tête. Mhm. Et ça se limitait pas mal à ça. Là, c'est clairement quelqu'un qui va être une cible et qui va monopoliser énormément les défenses adverses. Ouais, et à 29 ans, c'est un âge qui est intéressant. C'est un gars qui, oui, a de l'expérience. Bon, à quelque part, on va toujours pouvoir avoir une certaine réserve en se disant si tu es toujours en train de passer au prochain club, c'est peut-être parce que toi, tu n'es pas satisfait de ce club-là et ou le club n'est pas satisfait de toi. On donnera la chance aux coureurs, mais à 29 ans, ça reste un âge fort intéressant pour un attaquant qui débarque donc en MLS. Si on passe du côté d'un format plus modeste,
On peut le dire comme ça, parce que modeste, ça manque pas de respect à personne. C'est juste un gars qui est pas mal moins petit, pas mal plus petit que 6 et 5, qui est très solide sur ses appuis, centre de gravité bas, 24 ans, qui arrive de Newell's Old Boys en prêt. C'est Joaquin Torres. Tu le vois jouer où, Sid, ce gars-là? Parce que c'est un milieu offensif ailier. D'abord, un ailier qui peut aussi jouer dans l'axe. Dans ta tête, là, avec l'effectif qu'il y a en ce moment, on commence à voir que ça a pris forme. C'est peut-être même terminé, les acquisitions du CF Montréal. Tu le vois jouer où sur le terrain, Torres? Ailier, c'est sûr que par défaut, je ne connais pas en fait son volume de jeu. Donc pour lui donner un rôle axial, il faudra voir à quel point il est capable de tenir la distance. Il y a son gabarit. C'est quand même une ligue qui, même si c'est réducteur de dire qu'elle est physique, c'est quand même une ligue sur laquelle il faut s'imposer. Et c'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de volume et d'intensité. Et par rapport aux informations dont je dispose, j'ai pas assez d'éléments pour en faire un joueur axial. Donc pour moi, le côté et sa verticalité, je sens qu'il est quand même, c'est un joueur assez fin, c'est intéressant. Maintenant, ma grosse inconnue, ce sera sa capacité véritablement à pouvoir jouer. Disons, si on divise le 90 minutes sur 60, là, sur 1 heure de jeu, est-ce qu'il sera plutôt sur le 1 heure de jeu ou plutôt sur le 30 minutes qui suit? Donc, c'est un peu mon interrogation, parce qu'il y a aussi des joueurs, même si l'Amérique du Sud est un vivier, il y a aussi des joueurs qui ne s'adaptent pas forcément à l'exigence physique de la MLS. Chose certaine, Jean, c'est un profil qui peut faire des dommages en MLS. Là, on ne parle pas de 90 minutes, on parle d'une action. C'est un gars, la comparaison est boiteuse, mais Sid, c'est à lui que j'ai pensé quand tu as parlé de. C'est pas nécessairement une question d'être gros, fort physiquement, c'est une question d'être capable de répéter les efforts et d'encaisser les coups. Sébastien Giovinco, c'était l'exemple parfait d'un gars qui était capable de faire ça. Je ne compare pas les deux. Ceci dit, c'est un gars qui est capable de prendre le ballon, de provoquer un contre un, et ça, c'est une arme qui pourrait vraiment être intéressante pour Thierry Henry, parce que à partir du moment où tu as un gars qui a un peu de succès en faisant ça, ça attire des défenseurs adverses et ça libère des espaces ailleurs. Si on est capable d'exploiter ça, bien là, c'est vraiment un élément que tu n'avais pas la saison dernière avec l'arrivée de Torres. Oui, complètement. Complètement. Et si tu regardes, le profil qu'il a est gaucher, qui joue à Newell's, qui joue à droite, avec donc cette tendance à prendre le ballon côté droit, revenir vers l'intérieur. Extraordinaire, de ce que j'ai pu voir, extraordinaire dans les petits espaces. Une qualité de toucher, d'enchaînement de toucher, tac, tac. Honnêtement, techniquement, c'est un gars qui peut allumer complètement. Hein. Après, effectivement, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir voir. Il va falloir poser comme si le fait. Sa capacité en MLS, sa capacité à tenir effectivement sur la durée de match. Mais techniquement, wow, c'est quelque chose moins véloce peut-être que Piatti, mais je dis, une qualité balle au pied et une qualité dans les petits espaces qui est, wow, qui est vraiment chouette. Mais moi, je le vois un peu plus, effectivement, un peu plus à droite et gauche, donc revenant vers l'intérieur, ce qui laisse de l'espace à un latéral derrière lui. Enfin, tu vois ce type de placement. Oui, et c'est intéressant de noter aussi que le CF Montréal a une option d'achat sur lui. On n'a pas dévoilé exactement la somme, évidemment, ou les clauses qui sont rattachées à cette option d'achat, mais ça reste une possibilité. Donc, si les choses se passent bien du côté de Joaquin Torres, qui vient d'être mis sous contrat aujourd'hui même par le CF Montréal. Avec tout ça, Sid, tu vois Thierry Henry jouer dans quel système? Je peux répondre aujourd'hui avec des arrivées et des départs de demain, je sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, un 4-2-3-1 me semble assez équilibré en vue des forces en présence, justement avec un double pivot Wanyama Piet, et ensuite on a quand même on a des joueurs axiales type Sedic ou Mihalovic pour faire ce rôle de 10 ou de 9,5, et après on peut jouer avec les ailiers là, comme Lapalainen ou Torres. Donc c'est des ailiers, et ça ne bloquerait pas forcément le type de jeu de Kiza et de Broguillard sur les côtés. Maintenant,
avec justement des latéraux type Chiesa et Broguillard, c'est vrai que le système privilégié par Thierry Henry du 3-5-2 est aussi un bon système. Maintenant, après, il y a un rééquilibrage peut-être à faire pour que les profils s'harmonisent. C'est vrai que dans une attaque à 3, de mec Kyoto dans son poste de prédilection, si je puis dire, de Houston, plutôt sur la gauche, avoir Olsen, non, Bolsen, est-ce que je prononce bien son nom? Ouais. Janssen sur vraiment dans l'axe en pur numéro 9. C'est vrai que bon, c'est tout à fait envisageable. Donc à voir. Mais ce que j'aime beaucoup à date, c'est qu'il y a beaucoup entre guillemets de concurrence. Et en fait, il y a beaucoup plus d'homogénéité au niveau de l'effectif. Ça fait que ça permettra justement aux entraînements de travailler sans statut. On pourrait quasiment, je veux dire, Chiesa vient aussi, pardon, pas Chiesa, Kiki Strona vient aussi mêler un peu les cartes derrière au niveau de Binks et de Camacho dans une défense à 2 par exemple, à ce moment-ci, genre comme sur lequel tu mises comme binôme. Donc c'est intéressant à ce titre-là, et je pense que on est tous d'accord que le banc, quelle que soit même la façon dont il a été géré, mais la qualité sur le banc a été un grand questionnement en 2020. Donc si tout le monde reste plutôt en santé, l'effectif actuel permet justement de brasser les cartes et de s'adapter sur ce que Thierry Henry souhaitera faire. Et tu sais ce que j'aime, Sid, de ce que tu viens de nous dire, évidemment, c'est très difficile en ce moment de mettre un 11 type parce qu'on ne sait pas quel genre de système Thierry Henry veut utiliser. Est-ce que l'année passée, c'est une référence ou est-ce que c'était de l'adaptation en fonction de ce qu'il y avait sous la main? Par contre, ce que j'aime le plus, c'est que tous les scénarios dont tu viens de nous parler, à aucun moment, tu as l'équivalent d'un Boyan qui joue à gauche, Boyan qui joue en attaquant, Maxi Urruti qui joue à droite, Samuel Piette qui joue défenseur latéral droit. Tu sais, t'as pas de truc champ gauche où tu te dis, ben voyons, c'est un gars qui est complètement hors position. Et ça, déjà en partant, je pense que ça donne une longueur d'avance pour Thierry Henry pour installer son équipe dès le départ. Chose que l'année passée, bon, je comprends qu'il y a eu la pandémie au mois de mars, mais l'année passée, c'est un bon bout après le tournoi MLS is Back à Orlando où là, on a vu un 11 s'installer et je pense qu'on pourrait le voir s'installer beaucoup plus rapidement en 2021. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. Jean, qu'est-ce qui se passe avec la convention collective, là? On s'en va-tu vers un lockout? On s'en va-tu vers pas de lockout? J'ai peur de regarder mon cellulaire des yeux, là, savoir s'il y a un email qui est rentré, un autre joueur du CF Montréal ou peut-être des nouvelles de Don Garber. Ta prédiction par rapport à ça, c'est quoi? Écoute, quand on a parlé la semaine dernière de prolongation des négociations et d'une date butoir qui est là ce soir, cette date-là, il peut y avoir encore des discussions après. Et je pense qu'on va tranquillement vers ça. Je pense que personne n'est vraiment intéressé à terminer les négociations d'une façon brutale et terminer la convention collective et arriver à un lockout. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller vers ça. Je pense que la MLS, dans son dernier communiqué, était un petit peu en position en disant, bon voilà, nous on reste sur cette position-là. Les joueurs ont fait des efforts au niveau de la convention collective ils acceptent de repousser certains termes jusqu'en 2026. Ils ont fait des concessions au niveau du plafond salarial, du partage des droits télé. Eux, ils ont une demande qui est au niveau des joueurs autonomes et de l'âge. Ça, on en a un peu parlé la semaine dernière. On en est pas mal là. Je pense que les discussions arrivent. On attend maintenant de voir ce que justement l'association des joueurs va proposer à nouveau. Je pense que ça va arriver probablement dans les heures, dans les 24 heures qui viennent. Simplement, la MLS, dans son communiqué la semaine dernière, avait mis une position assez forte, en particulier vis-à-vis de la possibilité de lockout. Ce qui me faisait dire que ça restait une possibilité vraiment, et pas simplement une clause qui était prévue et qu'il fallait mentionner parce que c'était obligatoire, disons. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour les négos et que la saison ne commence pas tout de suite, il y a encore 2 bons mois. Et je pense qu'il y a vraiment la marge pour un terrain d'entente. Comme je dis encore, la date butoir,
elle est un petit peu pour que les choses continuent de bouger et arriver, ne pas arriver justement à être encore à négocier à la fin mars. Mais je pense qu'on a encore de la marge pour des négociations. Sid, il y a quelque chose, j'ai l'impression, de spectaculaire dans cette attente. Est-ce qu'il va y avoir un lockout? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Spectaculaire dans le mauvais sens du terme, là, un peu comme un accident sur le bord de l'autoroute. Tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver, à quel point c'est grave. Penses-tu que Don Garber, sachant que tu commences seulement le 3 avril, que les camps d'entraînement peuvent seulement commencer le 22 février, tu as encore le temps et que tu vas continuer de pelleter par en avant en n'utilisant pas vraiment cette notion-là du lockout ferme, sachant que ça peut peut-être te donner mauvaise presse, ou est-ce qu'au contraire, tu dis, ben non, tu es en position de force, si tu es la Ligue en ce moment, tu mets ton point sur la table, puis le lockout, ben, si ça fait peur à tout le monde, puis que ça met les affaires au clair pour les prochaines années, tant mieux. C'est quoi la position que tu vois la MLS adopter? C'est sûr que la MLS est assez ferme. La MLS voit aussi une opportunité. Parce que je pense que le plus gros bloquant, et Jean l'a dit, c'est le 2 ans rajouté au contrat de la Mhm. convention collective qui fait basculer le contrat après la Coupe du Monde ou vraiment à la période de la Coupe du Monde. Et ça, si je suis à la MLSPA, c'est impossible d'accepter que ce contrat-là soit reconduit aussi tard, vu les gains que la MLS va avoir en termes de visibilité et de droits télé lorsque la prochaine négociation se fera. Donc, sachant que pour un cas de force majeure, l'extension du contrat, ça fait pas beaucoup de sens. La MLS effectivement a perdu 1 milliard en termes de vente globale. Les joueurs, eux, ont un manque à gagner de 200 millions dû à la période. Je pense que tout le monde est conscient, tout le monde est capable de mettre de l'eau dans son vin. Et aussi, on est dans un contexte où le sport est quand même un petit peu ce respirateur artificiel. Et c'est assez particulier de voir une entité qui voudrait pas reprendre ces activités. Donc, en termes d'image, effectivement, chacun sait qu'ils ont tous, ils ont à perdre les deux, puisque le public va pas vraiment prendre de bord, va prendre de bord pour le sport. Parfois, c'est vrai qu'il y a des conflits où on peut comprendre un petit peu les positions. Là, on comprend pas. Tout le monde veut rejouer. Vous avez l'opportunité de le faire. Pourquoi vous le faites pas? Mais il y a du temps. Il y a du temps, effectivement. Il y a du temps. Il y a du temps. Et aussi, pourquoi? Parce que l'ancienne convention n'a pas vraiment été signée par la MLS, donc elle est capable de l'ouvrir un petit peu comme elle le veut. Et c'est pour ça que ces dates butoirs, en fait, sont assez fictives, juste pour orienter les négociations. Mais bon, il y a du temps, effectivement. Les camps sont prévus pour le 22 février, et la première journée MLS is back, je pense, pour le 2 ou 3 avril. Donc, il y a du temps, effectivement. Notre segment en temps additionnel, maintenant, les gars, on va se diriger du côté de l'Europe. Sid, pendant que Neymar signe une prolongation de contrat, lui qui était sous contrat à Paris jusqu'en 2022, repousse ça jusqu'en 2026 avec un contrat qui est, à mon sens, très représentatif de la réalité de la pandémie et probablement de ce qui s'en vient par la suite. Beaucoup de bonnies rattachés à ce contrat-là. Évidemment, ça fait en sorte que tu as un énorme potentiel, mais tu prends plus de risques que les contrats garantis qu'on avait dans le passé. Mais pendant que Neymar est en train de signer ça, tu as Messi, lui, qui signe des lettres avec ses avocats parce qu'il est bien fâché que les 555, mais juste de ça, 555 millions d'euros pour 4 ans ont été divulgués. Ce qui est présumé, c'est que le FC Barcelone a divulgué ces chiffres-là parce que Messi est clair, lui, dans son discours, que c'est pas son camp qui a divulgué le chiffre. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Une opération pour faire mal paraître Lionel Messi? That's it? Oui, on peut, ça peut être répondu en un mot. Effectivement, c'est un contrat qui court depuis déjà 5 ans, si je m'abuse, dont il a déjà touché 92% du revenu. C'est sûr qu'il y a une prime qui est prévue à la fin de ce contrat-là, mais c'est un contrat dont il a touché la majorité des revenus. Faites pas la conversion en dollars canadiens, ça fait encore plus peur. Ça fait plusieurs Coupes du Monde à Montréal, son contrat, mais c'est vrai que c'est une réalité d'un des joueurs considérés comme les meilleurs du monde et de l'histoire du football, au top de la pyramide de ce football business, peut-être une grosse claque pour beaucoup de gens. Puis c'est vrai que lorsqu'on creuse dans son contrat, tantôt tu parlais des primes du côté de Neymar,
Messi a des clauses pour apprendre le catalan. Moi, j'étais assez surpris qu'il ne parle pas le catalan, bien que je comprends que c'est pas forcément une obligation hein, pour vivre en Espagne, mais enfin, en cas vite du côté de Barcelone, mais bon, il est là-bas depuis 12 ans, donc j'étais assez surpris. Il y a des petites choses comme ça qu'on voit. Il y a des primes de fidélité, des primes de ci. C'est un contrat de 30 pages qui n'est pas effectivement tombé dans les bureaux de El Mundo par hasard. On est en plein campagne de réélection pour le président de Barcelone. Puis voilà, on est en déstabilisation. On ne sait pas vraiment finalement c'est quoi même le but. Oui, on décrédibiliser Messi, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même l'option que Messi re-signe, mais ça donne l'idée que depuis le 8-2, la cassure du match contre Bayern Munich, vraiment les ponts sont complètement brûlés, puis chacun veut peut-être garder la face, et donc peut-être justifier le futur départ de Lionel Messi. Je pense que c'est ça, mais bon, c'est petit, c'est politique, mais c'est beaucoup d'argent surtout. Tu parles des clauses de fidélité. J'ai l'impression que tu me parles d'un contrat d'Air Miles là, pour Lionel Messi. Ça monte c'est presque ça. Entre 800 et 900 millions canadiens, si je ne me trompe pas. Jean, Oui. peut-être juste pour conclure là-dessus, ce que Sid vient de dire, je pense que ça se résume à un des mots qu'il vient d'utiliser à la fin de son commentaire. C'est petit. Moi, je te dirais même, c'est laid ce qu'on voit en ce moment. Tu sais, Lionel Messi, là, c'est peut-être pas le gars le plus facile à gérer. C'est peut-être un gars qui t'a demandé beaucoup d'argent aussi, mais à quelque part, il n'y a pas personne qui t'a mis un gun sur la tente. Tu avais juste à le laisser partir si tu n'étais pas heureux de payer ce salaire-là. Je comprends que la pandémie est arrivée, mais ça, c'est la réalité de bien des employeurs, pas juste le FC Barcelone, même si les chiffres, dans le cas du sport, c'est amplifié à la 10 avec un gars comme Lionel Messi, mais ça va-tu vraiment se finir comme ça, la relation du joueur, je présume, le plus important de l'histoire de ce club-là? Je sais qu'il y en a qui ont été très marquants dans le passé, là, mais il n'y a personne qui arrive à la cheville de ce que Messi a fait sur le terrain et surtout sur la durée au FC Barcelone. Sur la durée, absolument, oui. Écoute, je pense qu'il y a encore beaucoup et que tout tourne là pour un avenir proche. Tout tourne avec l'élection qu'il va y avoir à la tête du club et un petit peu quel projet va être mis en place. Si au bout du compte, on arrive avec une direction qui a un projet et qui a un projet pour lequel, par exemple, Xavi devrait avoir un rôle fondamental assez rapidement, je pense que ça peut s'arranger. Sinon, je pense qu'effectivement, ce qui vient de sortir là, c'est une façon de la part du club de dire nous, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'il fallait, on a mis le tapis rouge et si ça ne se termine pas bien, eh ben, ce sera la faute du joueur. Je crois que c'est clairement le discours qui est sous-jacent derrière ça. Oui, c'est petit, effectivement, mais on arrive à exactement ce genre de situation-là. Ouais, pour un gars, par contre, qui a été formé à la Masia, qui a mis la Masia sur la map, qui est toujours resté au club, moi, j'ai de la misère à comprendre comment on peut penser que Messi, tout d'un coup, va avoir l'air du gros méchant loup dans tout ça, va avoir l'air du gars ingrat. Il y a peut-être une part de vérité, là, mais il n'y a personne dans l'histoire qui va acheter ça, que c'est de la faute à Messi, que ça se termine comme ça. Bref, en tout cas, ça me fascine tout ça. Une autre affaire qui me fascine, Jean, c'est ce qui se passe dans le sud de la France. L'Olympique de Marseille, là, y a-tu un télénova là-dessus à tous les jours, une demi-heure de temps dans le sud de la France? Parce que, écoute, ça termine jamais, ce roman savon-là. Il faudrait, hein, parce que là, ce qui s'est passé en une semaine, c'est wow. C'est énorme, mais c'est aussi c'est assez synthétique du football d'aujourd'hui, quoi. Tu as d'abord un groupe de supporters. Alors, selon les nouvelles, 100, 200, 250, qui sont donc allés manifester de façon violente au camp d'entraînement, au terrain d'entraînement Marseille, avec des dommages graves, un joueur blessé, des policiers blessés, des arrestations, le match qui devait avoir lieu un peu plus tard contre Rennes qui a été reporté. Donc ça, c'est déjà une manifestation contre la direction du club et contre la façon dont le club est dirigé. Ça, on va revenir dessus. Ça, c'est dans un premier temps. Tout de suite après, enfin 48 heures après,
l'entraîneur en conférence de presse qui sort et qui dit bah, regarde, lors du marché des transferts là, le club est allé chercher un joueur sur lequel j'avais dit clairement non, on n'avait pas besoin. Donc moi, je vais démissionner parce que j'en peux plus. Là, en fait. C'est clairement ça, parce que c'était déjà une situation qui était extrêmement tendue entre lui et la direction. Et donc tout de suite après, le club, par mesure préventive, l'a mis à pied. Il n'est pas encore licencié officiellement, il est mis à pied, mais on va clairement vers ça. Ça ramène pas mal de questions. Ça amène des questions. D'abord, il n'est pas question du tout de justifier ou d'aller d'abonder complètement dans l'action des supporters. Inacceptable, point. Par contre, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'il y a encore des endroits où finalement, il n'y a pas d'outils en France et en Italie, où c'est un peu, on a vu les choses se passer un peu comme ça dans le passé. En France, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Nantes, on l'a vu à Saint-Étienne, on l'a vu à Montpellier. C'est pas nouveau. À Marseille, à plusieurs reprises aussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui permette aux supporters d'avoir un discours, ou un dialogue et une façon d'être présent dans la vie du club, hormis être une fois par semaine au stade, et encore, ils ne peuvent plus le faire maintenant, mais voilà. Donc, ils sont, et je pense que la pandémie a encore amplifié le mouvement, complètement détachés de la vie du club, alors qu'ils aimeraient, donc c'est commencé à Marseille, ils aimeraient être un peu plus impliqués. De temps en temps, tu as un dirigeant qui va dire, tu sais, c'est le fait du prince, je vais descendre dans les tribunes et je vais parler avec les supporters. Mais voilà, j'ai parlé avec les supporters, ça ne veut rien dire d'autre, parce que 5 minutes après, il a oublié, puis ça ne va jamais être suivi de gestes. Il n'y a rien qui permette d'avoir quelque chose de constructif et qui permette aux supporters de se sentir de plus en plus impliqués. En Allemagne, ça existe. En Espagne, avec évidemment les élections à la présidence, les supporters, ils ont clairement leur mot à dire. En Angleterre, il y a des mécanismes. L'association des supporters, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Enfin, c'est eux qui ont réussi à obtenir un plafond pour le prix des billets quand tu vas en déplacement à l'extérieur. Ils ont leur mot à dire, les supporters, sur plein de choses. Regarde comment le trust des supporters, le fonds a bloqué certains mouvements immobiliers de Chelsea au moment où ils voulaient détruire telle ou telle tribune pour refaire le stade. Dans le pire des cas, même, ils disent « Ok, ça va pas, nous, on divorce et puis on va monter notre club. » Regarde United of Manchester, quand les Glazers ont pris. Les supporters ont dit « Non, non, nous, on n'est plus d'accord, on va faire autre chose. » Regarde Wimbledon. Quand le club a déménagé, quand on l'a mis à Milton Keynes, ils ont remonté leur club. Et puis, il n'y a aucun outil comme ça en France. Et il y a une sorte de... écoute, nous, on veut participer et il n'y a rien qui est fait là-dessus. Et pendant ce temps, le club va dans une direction qu'on ne comprend pas du tout. Ben, là, ce que je comprends, c'est d'en écoutant ce récit de Jean de ce qui s'est passé à Marseille, finalement, là, c'est un flocon sur un logo, c'est pas si pire. T'en trouves une grosse porte, mais juste pour faire un petit peu de tout sur ce que dit Jean, c'est vrai que dans le fond, c'est que surtout les dirigeants vont dans une direction qui n'est pas comprise, et que je crois que le fond du problème, c'est que on veut être inclus lorsque on pense aussi que ceux qui sont à la tête nous dirigent dans une mauvaise direction, et c'est là que effectivement il y a beaucoup de défis dans le football français qui a pas forcément encore perdu cette guerre de la globalisation, hein. Il y a quand même 12 équipes qui sont la propriété étrangère au niveau de la première ligue, et notamment américaine. Donc on est dans une ligue qui commence à être un peu spéciale. L'Allemagne, c'est même pas pareil, parce que avec le 50+1 au niveau de la propriété allemande, on est dans quelque chose de, justement, il y a l'ancrage local, et même façon avec le fédéralisme et les Länder fait quelque chose, fait une situation complètement différente et distincte de la France, qui est dans une espèce d'entre-deux entre son local et sa mondialisation d'un bassin de joueurs extraordinaire, et qui fait que voilà, il y a beaucoup de tensions. Et aussi la place du foot
d'un point de vue politique, je trouve ça hallucinant. Juste pour un petit exemple pour nos auditeurs, il y a eu une interdiction de déplacement des supporters lors de Lyon-Saint-Etienne. Il y a eu un derby dimanche passé. Alors, il faut savoir qu'en France, comme un peu partout, on est en confinement et en couvre-feu, donc de facto, à l'heure du match, il n'y avait pas de déplacement qui était possible. Mais le préfet a quand même souligné, a voulu dire, voilà, c'est interdit pour les supporters. Et donc, en fait, cette déconnexion qu'il y a entre parfois le monde du foot et le reste de la société, et après au sein du football, entre les supporters et certains dirigeants, font que voilà, il y a des situations qui sont encore explosif en France, puisque je pense que la guerre est en cours, entre guillemets, comme si c'est un vocabulaire qui est un petit peu tendancieux, contrairement un peu à la Première Ligue qui est déjà passée à autre chose au niveau comme la tarification, au niveau du sponsoring, de beaucoup de choses sont passées un peu à quelque chose de différent, mais là en France c'est encore le cas, enfin il y a encore des gains à faire, et donc chacun se tire la couverture pour le moment. Sid, je vais te rebaptiser le Nadia Comaneci de Loin de Sans Foot parce que c'est 10 sur 10 pour avoir évité mon piège acide avec le flocon. Tu as fait une job extraordinaire. Avant de passer au prochain sujet qui est Diego Simeone, Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, oui, absolument. Parce que là-dedans, il y a quand même quelque chose aussi. Vous avez dû lire à peu près les mêmes articles que moi de cette histoire où, au club, à Marseille même, il y a cette directive, semble-t-il, qui demande de n'employer que des gens qui ne sont pas supporters du club. Hein, parce que, semble-t-il, ça nuit à la productivité. Écoute, j'ai entendu beaucoup d'idioties dans le métier, etc. C'est dans le top 1. Franchement, regarde, tu parles de gens qui sont au club, suivent le club depuis qu'ils sont petits, ils ont la chance incroyable de travailler au club. Oui, ils vont être supporters. Ils sont de la ville, ils sont de la région. Ce n'est pas des technocrates qui viennent de Paris, ce n'est pas des gens qui viennent de la London School of Business. Hein, c'est des gens qui vivent pour le club, qui sont au club. C'est une chance incroyable. Et non seulement, alors, des gens qui sont dans l'administratif du club, ils font leur 9 à 5, mais en plus, le soir, ils vont supporter le club. Et ils vivent avec ça. Tu ne peux pas leur demander ça. D'abord, je ne suis pas sûr que tu aies le droit, et certainement pas au niveau du droit européen d'avoir ce genre de discours, mais c'est complètement malade. Ce sont des gens qui vivent pour le club, qui ont une fidélité qui est encore plus grande que celle des joueurs ou des entraîneurs qui passent là, qui n'ont que peut-être 1 an ou 2 ans vraiment de vie avec le club. Là, tu parles de gens qui, pour toute la vie, ils vont vibrer pour l'OM. Bon, maintenant qu'avec ce sujet-là, Jean, tu as l'air remonté comme Diego Simeone sur le bord d'une ligne de touche dans un match de demi-finale de Ligue des Champions. Parle-nous donc de Diego Simeone. Ça allait pas trop bien dernièrement. Puis là, comme le gritty milieu de terrain que Simeone était, il est revenu bien en selle. Puis Diego Simeone, Atlético Madrid, ça reste indissociable. Non, mais c'est incroyable. Parce que non, il y a un an, on disait clairement, Simeone, c'est fini, il est sur le départ. Il y avait même des rumeurs à l'époque, donc on parle d'à peu près Noël l'année dernière, quand Pochettino est parti à Tottenham, il était dans les noms qu'on circulait. Clairement, on disait, OK, il est pas mal arrivé au bout de son truc à l'Atlético. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait c'était dur à ce moment-là. Il avait monté une équipe formidable, hein, championne d'Espagne, mais en 2014, 2 finales de Ligue des Champions, et on sentait qu'il était pas mal au bout. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu durant tout ce temps-là, il a vu tout le groupe qu'il avait monté partir peu à peu. Hein. Griezmann, Godin, Philippe Luis, Juan Fran sur les côtés, qui étaient des joueurs exceptionnels. Bon, donc ce groupe-là, petit à petit, il est parti. Et au bout du compte, tu dis, bon voilà, là, je suis pas mal au bout de mon truc et il est temps d'aller voir ailleurs. Eh ben non, il est reparti. Il y a eu un déclic qui a été le match, les 2 matchs contre Liverpool en Ligue des Champions l'année dernière, où là, ça s'est complètement relancé, en particulier le match aller qui gagne 1-0, mais là où le public est revenu, il y avait comme une sorte de refroidissement de l'ambiance entre lui et le public, les supporters de l'Atlético. Et là, ils sont revenus à fond pour ce match-là. L'Atlético a gagné, ils se sont qualifiés ensuite au match retour à Anfield, et ça a relancé complètement. Et on voit que là, d'un seul coup, il est reparti. Et cette année, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Atlético qui est 10 points en tête en championnat, qui se promène, et surtout qui
qui est en train de se transformer. C'est plus du tout l'Atlético qu'on voyait ces dernières années. C'est beaucoup plus ouvert au niveau du jeu. Le système est complètement différent. Beaucoup plus, beaucoup plus présent dans le jeu, beaucoup plus de possession dans le jeu. On sent que c'est une équipe qui, parce qu'il a dû procéder à des changements au niveau de personnel petit à petit, qui est en train de trouver un nouveau plaisir. Oui, et où, clairement, parce que c'est un peu le truc de Simeone, l'ensemble est plus grand que la somme des parts. Ce qu'il a trouvé, c'est Joao Félix, qui est un joueur fantastique. Et la cerise, c'est Luis Suarez. Luis Suarez, Simeone, c'est un mariage fantastique. Et il n'y a pas, honnêtement, un véritable attaquant, un véritable buteur. On n'en vois pas beaucoup comme Luis Suarez, cette qualité qu'il a à toujours se libérer, à trouver de l'espace, etc. Il est fait pour cette équipe-là, il est fait pour jouer avec Simeone. Et moi, je suis fasciné de voir ce qu'il est en train de faire cette année. Un mariage fantastique, Jean, quand un est coach et l'autre est sur le terrain. Les deux sur le terrain en même temps, moi, j'aurais jamais voulu arbitrer ce match-là. Ça aurait été un cauchemar monumental. On y va avec nos sujets chauds, les gars. 4 questions qu'on va passer à tour de rôle. Sid, je commence avec toi pour répondre à la question de Guy B. Une question qui est quand même assez longue, mais qui est hyper pertinente, qui nous a été posée avant que Joaquin Torres ne soit confirmé chez le CF Montréal. Guy B nous dit ce qui suit. Comment pensez-vous que les nouvelles acquisitions du CF Montréal vont améliorer l'équipe sur le terrain? On nous présente Torres comme un joueur offensif, mais n'a environ que 4 buts au compteur. La question est intéressante, même si Torres n'a pas signé. Ben Guy, si tu ne l'as pas vu encore, oui, Torres a signé maintenant. Sid, je veux juste faire l'inventaire parce que quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, OK, si on évalue où l'effectif en est en ce moment, ben, il faut savoir où il en était l'année passée. Les joueurs qui sont partis depuis le milieu de saison l'année dernière. Bush, Rod Fanny, Yuka Raitala, Jorge Corrales, Boyan Safir Tander, Shamet Chaume, Steven Saba, Anthony Jackson-Hamel et Orji Okwonkwo. Ceux qui sont arrivés maintenant. On met Mustafa Kiza là-dedans. Il est arrivé pour une poignée de minutes à la fin de la saison. Zoran Basson, Kamal Miller, Kiki Struna, Georgia Mihailovic, Bjorn Janssen qui a été signé hier, Sunusi Ibrahim, Joaquin Torres. Et 4 joueurs de l'Académie signés à la fin de la saison dernière, mais qui vont probablement avoir un rôle en prêt plus que d'autres choses. Pour répondre à la question, l'effectif en est où par rapport à l'année passée? Sur papier, potentiellement, il est meilleur que l'an passé. Lorsqu'on on fait l'évaluation des départs et arrivées, on a un groupe qui est un peu plus rapide, un peu plus costaud et même un peu plus fin techniquement. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, la grosse équation, c'est le facteur santé. C'est un facteur qui maintenant me fait garder beaucoup de gêne dans les projections, car finalement, ça affecte tellement la performance d'un groupe. Mais objectivement, on a des joueurs dont les profils, on peut voilà, quasiment sans se tromper, dire que c'est une amélioration, peut-être même assez nette. Je te dirais, genre comme si on voit finalement, si on juge pas Tyler, si on juge Boyan sur ce qu'il a fait et pas sur ce qu'il aurait dû faire, ça reste une amélioration nette, même en termes de talent entre ce qui est arrivé versus ce qui est parti. Stéphane Duarte Simoesh maintenant, Jean nous demande qui, selon vous, est l'équipe la plus décevante en Premier League anglaise jusqu'à maintenant? Décevante. En valeur absolue, je dirais Fulham, parce que c'est une équipe qui avait cette expérience d'une rétrogradation il y a 2 ans, solide saison pour remonter. Tu dis, OK, ils ont appris Scott Parker. Honnêtement, ça aurait dû arriver à quelque chose un peu plus réaliste, entre guillemets. Et pour une équipe qui a les moyens, beaucoup de moyens, je suis vraiment déçu de voir qu'ils sont... de voir à peu près les mêmes erreurs et les mêmes manquements que l'année où ils ont été relégués. Sinon, si tu vises un petit peu plus haut, très certainement Arsenal. Parce que maintenant, Arteta, ça fait un bout de temps qu'il est là et qu'on aimerait que... on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il y a une mise en place. Mais c'est par à coup. Un coup, il y a quelque chose qui marche. Un coup, ils prennent des buts casquettes à Wolverhampton et puis
et ça devient une farce. Donc, c'est cette constance qui n'existe pas. Maintenant, tu vas me dire, c'est un peu le lot de quasiment tous les clubs de Première Ligue, à l'exception d'un. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, sont en gros les deux clubs sur lesquels j'aurais un peu... je m'attendais à mieux. Et je parle pas de Newcastle. Non, ça serait pour une autre émission au complet. Sid, on finit ça très simplement. La question, c'est une note sur 10, mais tu peux nous donner une note sur 20 parce que je sais que vous fonctionnez de même. Vous autres, des fois, là, je ne comprends jamais rien. Je te l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, tu peux me la donner sur 20 quand même. Sam nous demande sur une note sur 10, combien donnez-vous à Olivier Renard depuis son arrivée pour le travail du directeur sportif du CF Montréal? Un gros 7,5 sur Sur 10. 20? Non, sur 10, sur 10. Non, non, c'est vrai que il a fait un bon travail au niveau de la gestion de l'effectif pour qu'il soit cohérent avec le projet sportif que lui a annoncé. Donc, Mhm. comme on dit, hein, les bottines suivent les babines. Donc, ça, pour ça, je pense que c'est à saluer. Il y a encore certaines zones d'ombre. Je trouve que, par exemple, le contrat de Wanyama est clairement dans la case des moins, et ça, bon, il faut ça aussi savoir le dire. Et vu que la saison 2021 n'a pas été jouée, je vais me garder une gêne d'être trop enthousiaste sur les transferts, dans le sens que les transferts seront bons si les joueurs performent, parce que c'est aussi ça la réalité, hein, on n'est pas dans Football Manager. Et c'est pour ça que voilà, un 7,5, parce que c'est quand même un bon travail, je pense que d'allègement de la masse salariale et de mise en place de profils qui correspondent à son projet et aussi au projet de Thierry Henry. Donc c'est ce qu'on souhaite. Jean, très rapidement, d'accord avec ça? Ouais, moi je mets un 8 parce que dans sa capacité à prendre les dossiers, à s'intégrer complètement à la réalité MLS et effectivement, comme dit Sid, à prendre la réalité du club et à voir là où était le problème et vers quoi on va, je trouve qu'il a parfaitement répondu, il est à la bonne place. Les mouvements de joueurs me semblent aller vers le positif. Oui, il y a plusieurs points d'interrogation sur ce qui va être produit au niveau du jeu et au niveau de la santé des joueurs. Mais de ce que je vois là, j'ai envie. Ça Ouais, me donne envie. C'est vrai, je partage ton opinion. Et les gars, moi, je donnerais quasiment 8 ou 9, mais parce que c'est la première tranche du travail à accomplir, puis je lui donnerais 0 encore sur 10 parce qu'on n'a rien vu de la prochaine étape. La première, c'était quoi? C'était de comprendre la Ligue, c'était de délaguer un effectif qui était construit tout croche, avec des contrats qui n'avaient pas de sens, des gars qui gagnaient beaucoup, qui ne donnaient pas un rendement qui était suffisant ou qui ne cadraient pas dans un plan. Et en ce sens-là, c'est 8 ou 9. Ça dépasse largement mes attentes. Mais maintenant que ton équipe va être compétitive, est-ce que tu es capable d'aller chercher là, Olivier Giroud? Est-ce que tu es capable de faire, peut-être que Bjorn Johnsen, c'est ce gars-là, puis que finalement, dans 6 mois, on va dire non, on lui donne un 9. C'est clair parce qu'il a pris un gars comme Nacho Piatti à l'époque qu'on connaissait peu, puis il est allé chercher une star. Mais en ce moment, pour le travail qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, avec la mission qu'il avait d'abord et avant tout de délaguer un effectif, je le répète, construit un peu tout croche et de mettre un groupe cohérent, on l'espère compétitif sur le terrain. Je pense que c'est un excellent travail, mais tu l'as dit, tout est à voir ou plutôt à confirmer sur le terrain. Puis on se souhaite de retrouver le terrain rapidement. Pas de lockout, s'il vous plaît. Là. Ça a été un calvaire en 2020 déjà. On peut-tu commencer 2021 sur des meilleures bases? Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter, #LDSF. Vous pouvez le faire tout au long de la semaine. On répond pendant l'émission, mais on se fait aussi un devoir de vous répondre à travers les diverses occasions qu'on a d'échanger avec vous toute la semaine. Partagez le contenu, rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye.